Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, je m'appelle Didier Carré, je suis le président de l'Institut G9+, que je ne vais pas vous présenter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de sujets ce soir. Seulement, ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est que le quantique, c'est un sujet l'année dernière, en 23. Moi, j'avais 2 conférences qui étaient programmées. Cette année, j'en ai eu 4 programmées, donc on est parti sur une série géométrique. Et ben, quand on parle de série géométrique, il y a un moment donné, il faudra du quantique. Donc, on va avoir besoin de quantique pour suivre tout ce qui va se dire dans le quantique à l'avenir. C'est la 3e session. La première, c'était où en sommes-nous? Celle-ci, c'est quand faisons-nous? Donc, on va avoir des cas d'usage. L'année prochaine, il y a Amandine Drex qui a trouvé un super nom. Le quantique, c'est magnifique. Et on la garde, si c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Et qui aura lieu dans 1 an à peu près. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me connaissez tous. Je suis Amandine Rex. Je travaille à la Direction générale des entreprises, au ministère de l'économie, donc là où il y a des sous. Donc normalement, à la fin, vous venez tous me voir pour me réclamer de l'argent. C'est à peu près ça qui est prévu, mais je pense que je suis désolée parce que je ne pourrais pas rester jusqu'au bout. Donc voilà. Donc je suis sous-directrice du spatial, de l'électronique et du logiciel. Donc ça, c'est des domaines qui sont particulièrement souverains. Et je vous remercie vraiment pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'intervenir. Il y en a quelques-uns que j'avais déjà vus à l'Institut Choiseul, où on avait également fait une matinée sur le quantique. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement que le quantique... Alors, ce que j'avais dit à l'Institut Choiseul, c'est que j'avais dit le quantique, c'est fantastique. Ils sont tous sortis en chantant. Et finalement, je me suis dit que je n'allais pas garder la même blague tout le temps. Donc, effectivement, on aura le quantique, c'est magnifique. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est le côté économique du quantique. Donc le quantique, c'est économique, c'est le thème de ma matinée, de ma soirée là avec vous, et de la keynote de ce soir, puisque je suis chargée de faire un peu l'intro de la superbe table ronde que vous aurez avec les différentes boîtes qu'on connaît très bien chez nous, côté DGE. Donc la stratégie quantique, elle ne date pas juste de cette année, elle date de début 2021. Le président de la République a mobilisé 1 milliard d'euros d'argent public. C'est énorme, mais c'est nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ça qu'on a mobilisé la mission France 2030. Alors pour nous, pour cette stratégie, on ne fait pas tout ce qui est possible de faire dans le quantique, parce que vous savez mieux que moi qu'il est possible de faire énormément de choses. Nous, on s'est surtout focalisé sur le calcul quantique. Alors souvent, quand on parle technologie quantique, on l'a vraiment sous le prisme de la souveraineté. Moi, c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai passé pas mal de temps au ministère des Armées. Et c'est vrai que quand on parle quantique, on pense à l'algorithme de Shor et puis à tout ce qu'il y a eu derrière. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de possibilités, qu'il y avait énormément sur le chiffrement des communications. Ça a fait un petit peu peur et ça a mobilisé les acteurs de la défense. Donc on se dit super, le quantique, c'est bien pour la souveraineté. Mais pas seulement. Et il y a un énorme potentiel de valeur économique par les technologies de calcul. Alors, si je fais un petit parallèle, on peut parler aussi de tout ce qui est également chez moi, du calcul haute performance. Au départ, on se dit c'est super pour la souveraineté, on fait ça pour les raisons militaires. Les militaires sont souvent à la pointe de certaines technologies, pas forcément de toutes, mais en tout cas sur certaines. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a des besoins en simulation. Alors, c'est le cas dans le domaine militaire, mais c'est le cas également en pharmacie, en météorologie et en énergétique, par exemple, mais on a imaginé des tonnes d'applications. Et là, je reviens un peu à mon slogan, le quantique, c'est économique. On peut faire de l'argent avec, et nous, c'est ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que le quantique, c'est un outil indispensable. C'est un socle matériel qui est nécessaire pour les grands modèles, notamment d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les startups quantiques françaises ont levé plus de 350 millions d'euros. Voilà, le quantique, c'est économique. On est déjà à 350 millions d'euros levés. Alors, pourquoi les entreprises devraient-elles s'intéresser au quantique? Alors déjà, parce que nous, on a fait en sorte que, donc s'il vous plaît, nous, l'État, on a mis pas mal d'argent, donc s'il vous plaît, entreprises, prenez la relève. Il y a un côté un peu comme ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a relevé 5 startups qui ont chacune des paris technologiques différents. Je reviendrai un peu sur les paris technologies et pourquoi on en a sélectionné 5. Et le but, c'était de couvrir une large partie des concrétisations matérielles envisagées pour l'ordinateur quantique de demain. Je rappelle qu'on est sur l'ordinateur quantique, on n'est pas sur les communications, on n'est pas sur différents types de technos qui peuvent être aidés par ailleurs. Alors, nous, on peut faire le pari
on espère en tout cas, que le marché des ordinateurs quantiques va exploser dans les années à venir. Et je pense que ça fera partie du débat, parce que c'est vrai que c'est une techno qui n'est pas encore totalement mature et que c'est un pari. N'empêche, c'est un pari sur lequel on est bien positionné et sur lesquels on a toutes les raisons d'espérer. Je pense qu'aussi ça fera partie des différents débats. Mais le but, c'est pas seulement de générer des revenus pour les constructeurs. Le but, c'est aussi, et c'est pour ça que l'État intervient, c'est dans la même cadence de révolutionner les usages au sein des entreprises. Parce que quand vous allez adopter un ordinateur quantique, vous allez avoir les algorithmes quantiques qui vont aller avec. Et ça, on a besoin que les entreprises se les approprient en même temps. On ne va pas acheter un truc recherche et puis attendre que les entreprises ensuite se disent « Ah bah tiens, en fait, l'algo, il est différent ». Donc du coup, on espère vraiment que les choses se mettent ensemble. Donc je sais qu'il y a pas mal de représentants d'entreprises utilisatrices dans la salle. Et le but, c'est de vous donner une avance concurrentielle. Il faut être meilleur que les autres et on espère qu'on sera au niveau mondial. Il nous semble crucial que vous appropriez ces technologies pour que vous puissiez gagner de l'argent et que vous soyez les meilleurs. Alors, ce qu'on envisage, c'est des partenariats de recherche, mais également l'achat de temps de calcul, parce que ce n'est pas forcément acheter un ordinateur, on peut faire ça sous forme de service, acheter du temps de calcul. Vous pouvez acheter des machines complètes, bon, ce n'est pas le même prix. Mais le but étant de maîtriser progressivement les outils matériels et de construire les couches logicielles pour les entreprises et les acteurs économiques. C'est vraiment une histoire de lien. Si vous devez vraiment retenir quelque chose de mon intervention, c'est cette notion de lien entre le monde de la recherche et la volonté d'aller très très vite dans l'usage pour être compétitif au niveau mondial. Et ça fonctionne déjà un peu parce qu'il y a eu la machine, on a inauguré en début d'année la machine achetée par OVH Cloud à Candela. Donc ça, c'était un super événement. On espère qu'il y en aura d'autres. Il y a également des collaborations fructueuses comme celle avec Crédit Agricole et Pascal. Je ne sais pas si vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc nous, on a mis des sous. Et quand on fait ça, comme gage de garantie, on aime bien qu'il y ait également des financements privés. Parce que ça montre qu'il y a un marché derrière et ça donne confiance. On en parlait juste à l'instant un petit peu en off. Pour consolider les startups et permettre de passer à l'échelle, le financement privé aux côtés de l'État est indispensable et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la mécanique qu'on a mise en place. Il y a quand même un aspect souveraineté qui est quand même important, et je vous ai dit que c'était important pour moi. On fait le constat que malgré le fait qu'on aide, et comme vous avez vu, on a aidé pas mal, hein, j'ai parlé d'1 milliard d'euros, les startups doivent quand même se tourner vers des fonds extra-européens. Et ça, c'est... comment dire, on est très très attentif sur ce type de stratégie en termes de souveraineté. Évidemment, si c'est des entreprises françaises qui investissent, c'est bien aussi. Voilà. Donc il y a déjà des fonds qui sont en cours, mais l'idée c'est vraiment de continuer là-dedans sur un pari qui est peut-être risqué, mais un pari sur lequel on peut gagner gros et on est super bien placé. Comment l'État participe à l'émergence de l'écosystème quantique français? Alors, nous, ce qu'on fait, ce qui est important, c'est de soutenir la recherche fondamentale au long cours pour avoir une assise solide. Je vous ai dit, tout est basé sur la recherche. Et ensuite, il y a ce fameux lien dont je vous parlais qui est important à consolider. C'est important parce que ça a des enjeux derrière de transfert technologique. Et l'idée, c'est vraiment de faire le lien avec les instituts de recherche et de technologie, de s'appuyer sur les sociétés d'accélération et du transfert des technologies dans le but de créer des nouvelles entreprises. On part des fondations recherche et on crée des nouvelles entreprises. Alors, je vous ai parlé de ces 5 entreprises. L'État a soutenu les entreprises du calcul quantique en restant agnostique. Ça veut dire qu'il n'y en a pas une qu'on préfère pour l'instant. On verra bien. Je ne vous mets pas la pression. 5 startups principales fabriquent des ordinateurs quantiques en France. Elles sont au centre de la stratégie de l'État. Il y en a pas mal qui sont ici. Pas toutes, je crois, mais pas mal. Donc il y a Pascal, Alice et Bob, C12, Cobly, Candela. Alors, pourquoi on a mis 5? C'est parce qu'on voulait absolument... Comme on est très amont, on n'a pas voulu choisir une techno en particulier parce qu'on ne sait pas laquelle va gagner et qu'elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Donc Pascal, qui est sur le point de proposer un calculateur quantique imparfait, comme moi, imparfait, c'est-à-dire un simulateur à même de résoudre rapidement des problèmes d'optimisation, voire de simulation physique ou chimique, sans pour autant résoudre des problèmes exacts dans un premier temps. Je trouve que Pascal, c'est celui qui me ressemble le plus parce que je pense que je ne suis pas parfaite et que je ne résous pas
les trucs parfaitement. Mais en tout cas, c'est un aspect intéressant et ça frappe à tout. Alice et Bob qui cherchent à construire des qubits extrêmement stables qui pourraient à terme proposer des ordinateurs quantiques parfaits en vue de résoudre des problèmes exacts, par exemple dans le champ de la cryptanalyse des outils de chiffrement asymétriques. Bon, je pense qu'ils vous expliqueront ça encore mieux que moi, techniquement. Même si sur le principe, j'ai la chance qu'on m'a expliqué un petit peu les choses. Donc voilà. Ces 12 écoblis qui projettent de construire des ordinateurs quantiques avec des qubits en très grand nombre, en bénéficiant de la filière silicium déjà existante en microélectronique, en vue de construire des ordinateurs quantiques parfaits. J'ai commencé par les imparfaits et puis j'ai mis les parfaits sur la fin. Et Candela qui se dirige vers l'ordinateur quantique photonique avec des qubits, ou plutôt des qudits, qui ne se contentent pas de 2 niveaux superposés, mais de 3, 4, voire plus. Et du coup qui auront des usages spécifiques, notamment en intelligence artificielle. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas pour faire mon intéressante sur les boîtes qui vous expliqueront mieux que moi ce qu'elles font. C'est aussi pour vous expliquer cette notion de chaîne de valeur. Parce que comme elles font des choses très différentes, elles vont avoir besoin de choses très différentes. Et nous, en tant qu'État, on est là aussi pour sécuriser ces boîtes sur l'ensemble. Ça peut être pour les matériaux, donc le silicium 28, hélium 3, cryogénie laser, avec des liens comme, avec les grandes entreprises comme Orano ou Air Liquide. Donc on essaie vraiment de favoriser ça. Par du soutien en fonds propres via la BPI, ça vous connaissez bien. Le soutien à la recherche et développement par de la subvention publique. Alors ça, je vous dis que la subvention publique, on le fait, que c'est pas vraiment, c'est de moins en moins la mode pour l'instant, mais en tout cas, c'est un des moyens qu'on utilise. Et la commande publique, que vous connaissez par Proxima ou par Gensi. Voilà. Donc ça, on a plein d'outils différents pour le faire et on le fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On s'inscrit également dans des chaînes de valeur européennes, donc c'est pas franco-français, avec des programmes d'achat comme EuroHPC ou dans les lignes pilotes au sein de ChipsJU. Voilà. Donc en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que si on fait tout ça, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez vous approprier justement ce monde du quantique et justement les nouvelles applications qui sont le grand enjeu devant nous. Alors, du coup, je salue en ce sens les premières startups du domaine, comme Qubit Pharmaceuticals, QPerfect, ou encore Multiverse Computing. Je sais qu'il y en a qui sont dans la salle, je crois. Voilà, merci d'être là. Donc, c'est tout à fait important. L'État, avec ses opérateurs comme l'INRIA, le CEA ou le Gensi, nous, on suit de près le sujet et on réfléchit aux moyens, j'ai bientôt fini, d'accompagner à sa croissance. Alors, je suis hyper contente d'être invitée parce que le message le plus important que je vais vous donner, c'est que les acteurs du quantique, c'est vous, c'est nous tous, c'est l'État. On est là pour ça, on suit le quantique, on n'abandonnera pas. On n'abandonnera pas comme ça, en tout cas. Et je sais qu'en ce moment, c'est pas toujours, on n'a pas toujours de la visibilité, en tout cas, sur la stratégie. Il y a pas mal d'appels à projets qui ont été lancés. On est encore dessus, on travaille dessus. Voilà. Donc, c'est la mode, c'est suivi. Voilà. On mesure l'implication de tous les écosystèmes applicatifs existants, alors depuis les théoriciens des algorithmes jusqu'aux directeurs des systèmes d'information, en passant par les entreprises de services du numérique et les intégrateurs. Et je crois qu'il y a tous les profils ce soir dans la salle, ça a été parfaitement bien invité, bravo. Donc voilà. Maintenant, vous prenez le tournant du classique vers le quantique, comme quoi on fait que des rimes ce soir, et on est fiers de vous. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. On va passer à la table ronde, qui est d'experts sur le quantique, c'est le titre. Et pour animer cette table ronde, c'est Fanny, une habituée. Bonjour, merci beaucoup. Donc, en effet, je suis une habituée puisque l'année dernière, j'animais déjà une table ronde pour le G9+, sur le quantique. Je suis Fanny Bouton, je suis directrice du Startup Programme et du quantique chez OVH Cloud. Je dois me mettre par là-bas. On me dit OK. Et je suis ravie d'accueillir donc des experts, des spécialistes, avec Thierry Bonhomme, qui est membre de l'Académie des technologies. Bonjour Thierry, si tu veux bien nous rejoindre. Valérie Anguiès, qui est le cofondateur et le COO de Candela. Michel Curec, donc, qui est le CEO France de Multiverse Quantum Computing. Lina Alzat, est-ce qu'elle est arrivée, Lina? Oui, elle est là, elle arrive, qui est Senior Sales Region IMEA de Pascal. Et Chloé Poibeau, qui est COO de Alice & Bob.
Et je crois que j'ai tout mon panel qui est là. Bonjour à vous, merci d'être là avec nous. Alors on va essayer, par rapport à l'année dernière, c'est de voir un petit peu où vous en êtes, les startups du quantique, et puis aussi de faire un petit tour de l'état de l'art du quantique avec Thierry. On va commencer avec toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment l'Académie des technologies a monté un groupe de travail sur le FTQC? Qu'est-ce que le FTQC aussi, peut-être vite fait, et quel rapport en est sorti? Pourquoi? Alors, le groupe de travail en question est né au printemps 2023 à la demande du SGPI, donc France 2030, hein, donc les grands pourvoyeurs d'argent sur le développement industriel français, autour de la faisabilité et de l'impact du FTQC. Donc, comme Amandine l'a dit tout à l'heure, on n'adresse pas à travers ce groupe de travail des domaines qui sont à des niveaux de maturité bien plus élevés que le FTQC, j'y reviendrai. On n'adresse pas la crypto, on n'adresse pas les télécoms, on n'adresse pas le NISC, tout ce qui est bruité, on n'adresse pas la simulation. Et donc, pardon de ce focus, mais je trouve qu'il est important parce qu'au fond, ce qu'on va dire sur le FTQC en cible, il a des dérivés et des impacts positifs sur la totalité de ce que je viens de citer. Quand on aura progressé sur des algorithmes quantique FTQC, on fera bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui du NISC sur des opérations de simulation, d'optimisation, blablabla, etc. Donc, 30 auditions, 1 an de travail, un rapport de 100 pages qui a été envoyé au SGPI. Donc, je ne vais pas trahir ce qu'il y a dedans, hein, mais plutôt vous donner des éléments de lecture de ce qu'on a pu faire. On a eu 2 partis pris qui étaient d'être systématiquement sur ce sujet-là, tourné vers la mise à l'échelle, la scalabilité, comme diraient les Anglais, et puis sur l'utilité, donc autour des applications, et donc l'algorithmique et les conditions d'expression de la bonne algorithmique sur ce qu'on fabrique. Là-dessus, et je rejoindrai ce qu'a dit Amandine tout à l'heure, moi, si je pouvais vous demander tous de sortir de la salle avec une des pages du rapport qui présente le tableau des ressources nécessaires et des cas d'usage spécifiques, donc la chimie de l'azote, la chimie des médicaments, les matériaux résistants à la corrosion, l'algorithme de Shor qu'Amandine a cité, et que vous reteniez bien, il faut qu'on ait ça en tête, le nombre d'opérations qu'il faut faire pour craquer des nombres premiers, pour faire l'algorithme de Shor, c'est 10 puissance 12 opérations. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça, les experts ici savent très bien ce que ça veut dire. 10 puissance 12, c'est du téra qubit opération. Pour faire tourner les portes sur un bit, enfin 1 qubit, 2 qubits ou 3 qubits, enfin le maximum de ce que peuvent faire les portes. Donc ça paraît extrêmement important. Alors, pour ranger les défis, ce qu'on peut dire très largement, c'est que même si jusqu'à présent, toutes les roadmaps ont été tenues, ça c'est très encourageant, ce qui a été tenu dans le passé laisse penser que ce qu'on va promettre pour l'avenir sera tenu, eh ben, on peut dire qu'on ne sait pas du tout de quoi sera fait la technologie gagnante, comme Amandine l'a dit tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, je trouve, si je peux me permettre d'en rajouter une petite couche, que Proxima, donc l'accord DGA-DGE, remettre les 5 startups françaises sur la même ligne de départ, 500 millions d'euros sur 8 ans, un accord cadre, des gates, enfin des benchmarks sur lesquels les startups se sont mises d'accord. Alors c'est bien, c'est pas bien, en tout cas ça existe et ça permet d'avancer. Pour moi, c'est un point qui est extrêmement important et c'est de l'ordre de grandeur de financement de la DARPA, enfin des financements américains ou d'autres. Donc il y en aura d'autres, mais c'est extrêmement important. Pour le reste, sur les défis, donc pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire qu'on va y arriver? On n'a pas dit scientifiquement qu'on n'y arriverait pas. Donc, comme dit souvent Alain Aspect, tant qu'on n'a pas dit que scientifiquement on ne pouvait pas y arriver, ben, il faut bosser. Et ça, c'est très bien. Mais en même temps, il ne faut pas cacher les dizaines de défis techniques, scientifiques qui sont encore devant nous. 4 grands défis. Et pardon d'être un tout petit peu long, mais je vais faire court maintenant. Qualité et quantité des qubits. Ça, les intervenants en diront probablement un mot. Ça me paraît absolument essentiel. Les codes correcteurs d'erreur, peut-être c'est un sujet que vous connaissez mal, mais c'est consubstantiel, comme on dit, du FTQC. Il ne peut pas y avoir de calcul exact si on ne sait pas opérer sur chaque 1 ou 2 qubits ou 3 qubits une opération élémentaire qui a un taux d'erreur qui est inférieur au nombre d'opérations qu'il faut faire. Pour craquer Shor à 10 puissance 12 opérations, il faut une qualité à 10-12. Or, aujourd'hui, le standard, c'est 10-2, prouvé, 10-3 dans Archive, avec des mentions. Enfin,
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des technologies, et Alice et Bob en dira peut-être un petit mot, et au moins 2 routes technologiques qui permettent d'avancer. Troisième grand sujet dont on parle très rarement, c'est l'interconnexion. C'est pour moi absolument fondamental. C'est au moins aussi important que qu'on appelle les QPU, que les processeurs eux-mêmes. Mais on sait bien qu'on ne peut pas rajouter des millions et des millions de qubits sur le même objet, que ce soit du silicium, des ions piégés, ou des atomes froids ou des photons. Ce n'est pas possible. Il y a des pollutions internes qui empêchent le truc de fonctionner. Et du coup, il faut penser interconnexion de QPU. Mais 2 QPU de n qubits chacune connectées en classique, ça ne fait pas un qubit de 2n qubits. Il faut de la connexion quantique. C'est un sujet à part entière. Et puis, dernier thème, c'est tout le thème de l'architecture technique. Parce qu'un ordinateur, ce n'est pas simplement un processeur, c'est des logiques ancillaires, c'est de la gestion de fichiers, c'est de la gestion de droits, c'est de la gestion de sécurité. Et il y a énormément de sujets à faire qui sont peu adressés en France, plus adressés, on l'a vu en Asie ou aux États-Unis. Un ordinateur, ça se combine, c'est de l'architecture, c'est du système. Et il y a des liens à opérer entre HPC, donc le calcul haute performance, et puis le quantique. Donc vous voyez, un message de notre part à l'Académie qui est, il y a peut-être un petit retour sur Terre qu'il faut faire, tout en restant très enthousiaste et très positif, parce qu'effectivement, les cas d'usage générés sont extraordinaires. Si on sait craquer la chimie de l'azote 10 fois plus, exponentiellement plus vite que ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, voilà, on gagne économiquement, on gagne en souveraineté, on gagne sur tous les plans. Merci Thierry. Moi, j'aime bien dire qu'on est à l'époque des cartes du quantique. On est en train de tester plein de fuels différents dans chacun des cartes et qu'un jour on aura la Formule 1, mais que pour arriver à piloter une Formule 1 sur un beau circuit, il va falloir apprendre à la piloter, trouver les bons pilotes qui vont dedans et calculer les bonnes trajectoires pour ne pas aller dans les murs. Donc on a un peu de boulot à faire et tout ça, il faut le faire en parallèle. Et on n'est pas sûr d'avoir ni le bon circuit ni un jour la Formule 1, mais en tout cas on essaye d'y aller et c'est important. Alors justement, je vais vous demander, ceux qui font des ordinateurs quantiques qui bossent, vous êtes 3 ce soir sur les 5 qui participent à Proxima et 6 sur les technologies créées en France. Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Chloé. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 1 an chez Alice and Bob parce qu'on n'est pas encore en effet au FTQC. Voilà, où est-ce que tu en es et où est-ce que vous en êtes vraiment arrivé pour l'instant? Du coup, chez Alice et Bob, on a une roadmap depuis la création d'Alice et Bob tournée vers le FTQC. On a fait le choix de se concentrer sur la qualité de nos qubits, et Thierry en rappelait l'importance tout à l'heure. Et donc, on a un vrai focus sur le fait d'avoir des qubits très performants et efficaces en termes de correction d'erreurs avant de les accumuler et de construire des machines complètes. Donc ça, c'est un point important chez Alice et Bob. Quand vous entendrez parler d'Alice et Bob, souvent vous entendez parler de 4 qubits, c'est cette fameuse technologie des qubits de chat. Et en fait, donc depuis 1 an, on bosse sur différents sujets. Côté technologique, toujours continuer à augmenter le nombre de choses qu'on peut faire entre nos différents qubits, continuer à augmenter la performance de nos qubits. Donc un exemple, on a rendu accessible sur la marketplace Google une de nos puces, donc une puce à seulement 1 qubit, mais avec des temps de correction d'erreurs très grands sur un des 2 types d'erreurs de l'ordinateur quantique. Donc ça, c'est un des exemples qui permettent de showcase et de montrer que certes, on fait des papiers sur Archive, comme le dit Thierry tout à l'heure, mais qu'en fait, c'est des choses que les end-users peuvent déjà commencer à tester, voir et se rendre compte un petit peu de ce qui se passe sur les sujets du FTQC. Sur le reste des enjeux, on continue à connecter avec des end-users et on est en train de monter de notre côté différents types d'accompagnement pour pouvoir aider les utilisateurs finaux à se former au FTQC et à se former à l'algorithmie pour des machines au niveau logique. Donc ça, c'est un point qui est assez important de notre côté. Et on continue sur notre roadmap, mais on y reviendra un petit peu par la suite. Lina, du côté de chez Pascal, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Où est-ce que vous en êtes? Donc, plusieurs choses. On se concentre sur 3 axes. Donc, la machine en tant que telle, donc hardware. Et donc là, il y a une semaine, nous avons livré une machine de 100 qubits à Jülich, en Allemagne.
donc qui va être opérationnel, donc qui va être mis en place dans le centre des hautes performances. Ensuite, nous sommes en train de préparer une machine qui va être livrée en Arabie Saoudite l'année prochaine, 200 qubits. Et là, récemment, en R&D, nous avons réussi à piéger plus de 1000 atomes. Donc, dans notre technologie à nous, un atome piégé et adressé va être l'équivalent d'un qubit. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 1000 atomes piégés. Ils n'ont pas encore de qubits, mais c'est l'espoir. Donc ça, c'est en termes de hardware. Et en termes de software, nous avons travaillé notre librairie qui sont open source. Donc dans le passé, nous avons beaucoup accompagné nos clients. Là, nous allons mettre en place une plateforme d'éducation, donc une communauté, qui va être open source pour que les gens s'entraînent à tester nos librairies. Donc, celle qui est un côté un peu plus quantique et l'autre qui est un peu plus, disons, simple d'utilisation, donc Pulsar et Cadence. Donc, Cadence va être un peu plus ouverte à des ingénieurs, etc. Donc, pas besoin d'avoir des fortes compétences en quantique pour pouvoir, par la suite, parler à la machine. Donc, ça, c'est l'espoir. Quoi d'autre? Accès au cloud également, avec Microsoft Azure et Google. L'idée, c'est pouvoir ouvrir, et pareil avec le cloud Pascal, pouvoir ouvrir l'interaction aux personnes depuis le cloud. Et aussi partenariat avec IBM, donc, qui est concentré sur la biologie et tout ce qui est sciences des matériaux. Par contre, nous voulons aussi travailler sur la généralisation de logiciels pour pouvoir interagir avec les machines. Donc, qu'on n'ait pas chaque fabricant un langage pour interagir. Donc, ça, c'est aussi un espoir. Et troisième axe, ça sera les use cases. Donc, depuis le début, Pascal travaille avec des industries qui sont groupées dans ce thème, donc aéronautique, transport, énergie, banque, bio, matériaux, etc. Et l'idée, c'est qu'on puisse construire de plus en plus de use cases. Comme ça, quand on a un client qui vient, il n'est pas perdu d'où commencer. On sait tout de suite le resituer. Donc, on peut commencer d'une base de travail et après l'orienter. Donc, il ne faut pas qu'il soit expert en quantique ou qu'il n'ait pas une équipe de quantique. Ça aide, mais si ce n'est pas le cas, on commence par des cas d'études, optimisation, simulation, machine learning, et ensuite, on commence à travailler ensemble. Donc voilà les axes, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé cette année. Donc ça a encore bien avancé. Valérian, du côté de chez Candela. Bonsoir à tous. Donc côté Candela, pareil, on n'a pas chômé. Pas mal de belles avancées. On avait inauguré une usine grâce au soutien de France 2030 l'année dernière qui a été mise en route. On a livré nos premiers ordinateurs. Donc les premiers ont été livrés l'année dernière chez OVH. On a continué d'en livrer au Canada, donc on continue à développer une très forte communauté d'utilisateurs. L'enjeu, effectivement, ce qui a été relevé tout à l'heure, c'est on est là en fait pour mettre des premières générations d'ordinateurs quantiques qui ont le mérite d'exister, pour qu'il y ait des gens qui les utilisent, pour qu'il y ait des gens qui se forment, qui les testent, qui les comparent. On n'est pas des compétiteurs, on est là surtout pour faire construire un écosystème. Et donc, nous, ça nous prend vraiment à beaucoup ça nous motive, en fait, de savoir que ces ordinateurs, on les assemble pour que derrière, il y a des gens qui les utilisent. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, on a plus de 1000 utilisateurs sur notre cloud qu'on a fait en propre. Après, on a travaillé avec pas mal de partenaires comme OVH Cloud, comme Scaleway, pour justement continuer à créer les cas d'usage de la communauté avec des partenaires nord-américains aussi. Donc ça se développe pas mal. Donc ça, c'est sur la partie ordinateur quantique bourrité, qui peut avoir des utilisations dans l'intelligence artificielle, le machine learning. On a des cas d'usage avec BMW pour leur faire générer des images pour améliorer l'apprentissage des véhicules autonomes. On en est encore là. BMW a besoin d'énormément d'images
Et donc, du coup, on leur a proposé des modèles hybrides. Parce qu'en fait, il y a un vrai enjeu là, actuellement sur le court terme, c'est travailler sur des modèles hybrides où on va coupler des usages GPU, HPC et ordinateurs quantiques pour aller prendre le meilleur des deux mondes et développer ces nouvelles applications. Donc, on est énormément là-dessus, sur le côté, sur les générations d'ordinateurs qu'on a actuellement. Et on avance très fort. Et donc là, moi, je vous invite vraiment à regarder, hein, surtout si vous avez des applications proches de l'IA et du HPC. Le quantique, c'est au coin de la rue et ça va vraiment être très intéressant. Je ne sais pas si on peut parler d'une révolution, mais en tout cas, il va y avoir une amélioration des performances en couplant le GPU et le QPU, pardon, pour ces acronymes, pour les acronymes d'experts, GPU, carte graphique, QPU, ordinateur quantique. Donc ça marche très bien. On développe pas mal de cas d'usage. On a monté tout un programme d'accompagnement qu'on appelle QAP pour Quantum Acceleration Programme, où effectivement, on vient accompagner nos partenaires, nos clients. Ça va de la formation à déploiement ou en tout cas écriture d'une feuille de route au niveau C-level en fonction des industries, jusqu'à du co-développement et de la formation jusqu'en pleine autonomie, déploiement d'applications en pré-production auprès de pas mal d'acteurs. Donc j'ai mentionné BMW, on peut mentionner Total Energy, SNCF, et qui on travaille avec Soprasteria de manière en partenariat assez forte, puisque Soprasteria nous pousse aussi pas mal sur le côté faut y aller au niveau qualité, quoi. Donc ça marche plutôt bien sur les usages. Et puis après, il y a le côté FTQC, donc préparer l'avenir, préparer les générations d'après. Et là, on a sorti notre feuille de route. Donc là, oui, si tu peux nous parler de votre feuille de route, comme ça, on va enchaîner dessus. C'est quels sont vos roadmaps? On n'avait pas répété, mais voilà. Et donc on a maintenant on a développé et démontré que les briques technologiques pour avoir des qubits corrigés photoniques étaient maintenant disponibles, prêtes. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, il n'y a plus qu'à assembler, passer à l'échelle. L'avantage avec le qubit photonique, c'est que finalement, tout est connecté par fibre optique. Donc, on est sur des plateformes qui sont relativement basse consommation d'énergie, puisque le photon, c'est finalement un qubit assez robuste qui n'a pas forcément besoin d'être refroidi à très, très, très basse température. En tout cas, un peu plus chaud que certaines d'autres technologies. Et puis en fait, on va développer, normalement, si on suit notre roadmap, on va sortir nos premiers ordinateurs quantiques corrigés en 2027. Donc, c'est demain. Entre-temps, il y aura évidemment la couche simulation, la couche ce qu'on appelle estimation de ressources, c'est-à-dire je veux faire du Shor avec des nombres de 2048 bits. Combien de qubits et combien de temps ça va prendre? C'est toute la partie simulation, estimation de ressources qui va être importante et qu'on est en train de sortir très rapidement. Donc, juste pour dire, la roadmap est là. Les dates, les années que j'ai sorties, j'ai mentionné, c'est après-demain. Donc, c'est pour ça que les réflexions qu'on doit avoir sur les usages et comment le quantique va intégrer les différentes industries doivent se faire très rapidement. Lina, du coup, pour la roadmap pour Pascal. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une stratégie commerciale qui cherche beaucoup à collaborer avec des partenaires qui vont avoir des expertises différentes selon les use cases. Comme ça, on peut être plus performant dans la compréhension des besoins et dans le delivery de ces besoins. Nous avons une stratégie commerciale aussi qui cherche à comprendre les besoins régionaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des clients ABC, mais ça reste des entreprises à part entière. Demain, on veut comprendre des structures plus globales, type européenne ou type pays entier, et voir comment il y a des synergies, donc que ce soit avec des HPC centers, que ce soit avec un groupe d'universités, un groupe d'entreprises qui sont toutes dans une même région et qu'on puisse donc adresser ça avec un QPU unique et qu'ils puissent avoir un accès plus immédiat et aussi avoir un accès de toute la chaîne, formation, support, etc. Donc ça, c'est aussi partie de la roadmap commerciale, on va dire.
expansion très globale, donc et des bureaux aux États-Unis. On a déjà 2 bureaux en Asie, etc. Mais l'idée, c'est commencer vraiment à avoir un support global et pas être uniquement européen. Et voilà, on continue dans une croissance expertise scientifique, donc recrutement des nouvelles personnes chaque semaine, 10 employés, etc., avec une grande expertise dans le quantique, etc. Car du point de vue machine, on voudrait ne pas être dans la confection une par une des QPU. On veut vraiment commencer à raisonner d'un type de production un peu industrielle et commencer à avoir un peu une production à la chaîne, ou commencer à comprendre de quoi on a besoin pour arriver là-bas, au lieu de confectionner les machines une par une. Donc j'ai déjà parlé des 1000 qubits. Voilà, évidemment, on a une roadmap assez ambitieuse qui vise même 2000 qubits avant 2030. Donc voilà, donc beaucoup de travail là-dedans, mais aussi beaucoup de projections, services, commerciales. Chloé, du côté d'Alice & Bob, ça avance aussi. Oui. Donc en fait, un point qui est important, parce que souvent on se perd un petit peu entre qubit physique et qubit logique. Et donc je pense que c'est un point important à garder en tête quand vous regardez les différents comptes, les différents comparatifs, les différents benchmarks. Quand on parle de FTQC, donc de machines corrigées, c'est à partir de ce moment-là où on a des preuves scientifiques d'avantages quantiques, donc de machines quantiques qui font mieux que des machines classiques. Et ces premières preuves-là arrivent aux alentours de 100 qubits logiques. Et en fonction des plateformes technologiques, vous allez avoir un certain nombre de qubits physiques pour être équivalent à ces 100 qubits logiques. Alice & Bob, donc on a notre route vers ces 100 qubits logiques avant la fin de la décennie. On publie notre roadmap public dans les quelques semaines qui viennent. Donc vous aurez un petit peu plus de détails à ce moment-là. Je pense que un point qui est, en tout cas nous, le point sur lequel on se focus, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir des machines qui sont facilement scalables. Et on prend souvent Google en comparaison. Thierry parlait tout à l'heure des derniers résultats sur le FTQC qui ont eu lieu. C'est eux qui ont montré enfin qu'on arrivait, en augmentant le nombre de qubits, donc à faire de la correction d'erreurs et à descendre en dessous d'un seuil. Donc grande publication scientifique sur le sujet qui a fait beaucoup bouger l'ensemble de l'industrie. Et donc nous, on compare souvent notre technologie vraiment avec un focus FTQC à Google. Et un chiffre qui est intéressant, on parlait de Shor tout à l'heure. Pour faire tourner l'algorithme de Shor, Google de sa recherche montre qu'il leur faudrait 20 millions de qubits physiques. Et à Alice & Bob, on a fait exactement la même étude et on arrive à 200 000 qubits physiques. Et donc en fait, il y a un critère de sujet d'échelle, en fait, de machines qui sont constructibles ou de machines qui sont moins constructibles. Et donc ce qu'on vise, c'est vraiment de réussir à avoir des qualités de qubits et des codes correcteurs d'erreurs suffisamment efficaces pour pouvoir avoir des machines envisageables. Et donc ça, c'est l'ensemble de la roadmap qui suit notre roadmap hardware, de continuer à... Donc, on vend nos premières puces en ce moment, comme tous les hardware players. C'est des puces qui sont souvent... des QPU qui sont de test. Mais vraiment garder cette ligne vers laquelle on continue à faire des évolutions sur la partie code correction d'erreurs, architecture, pour pouvoir permettre d'avoir des machines... fonctionnelle et constructible, je dirais. Et évidemment, après, sur la roadmap commerciale, je pense qu'on est à peu près tous au même stade, avec de l'accompagnement client, de la vente de machines et de l'accès sur le cloud. On va enchaîner parce que le temps passe très vite. Michel, toi, avec Multiverse, vous êtes plutôt sur une solution software. Donc, comment vous abordez-vous le quantique avec vos clients ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, effectivement, Multiverse Computing a fêté cette année ses 5 ans. 150 projets, 50 clients. On est du côté tout en haut de la pile logicielle, au plus près des besoins des utilisateurs finaux. On a accompagné des clients dans la mise en œuvre de projets pilotes, de MVP, jusqu'à la mise en production de certains de ces projets. Et on a développé aussi pendant ces 5 années 2 librairies principales qui sont des produits qui sont aujourd'hui disponibles à tout à chacun. Essentiellement
sur des problèmes d'optimisation, de machine learning et de simulation. Alors un premier produit, c'est Singularity. C'est un produit, je vais le citer parce qu'on a annoncé une nouvelle pas plus tard que la fin de la semaine dernière. Une des fonctions de Singularity Machine Learning, une fonction de classification, telle qu'on l'avait mise en œuvre par exemple sur un projet qu'on menait conjointement avec Pascal et le Créa École, est aujourd'hui disponible sur la plateforme Qiskit d'IBM et permet à n'importe quel data scientist en quelques minutes finalement de répliquer un POC qui a duré 1 an, en utilisant cette fois-ci par contre la technologie supraconductrice d'IBM et en ayant accès à 127 ou 156 qubits des machines IBM disponibles dans le cloud. Bon, pour avoir accès à ça, il faut être adhérent du Q-Network IBM et puis venir nous voir pour avoir un essai gratuit de 2 mois, par exemple, pour tester la fonctionnalité. Donc Singularity, c'est un logiciel qui permet d'adresser des problèmes d'optimisation, des problèmes de machine learning et de deep learning. Optimisation, machine learning, deep learning, on va utiliser une technologie dite inspirée du quantique, qui est un peu le facteur différenciant de Multiverse par rapport aux approches hardware qu'on mentionne ici. C'est qu'on va utiliser le formalisme mathématique très puissant des réseaux de tenseurs, qui est utilisé depuis des années, une dizaine d'années, assez largement par les physiciens de la matière condensée. Donc on est au cœur de la physique théorique. Les réseaux de tenseurs permettent de capturer l'essentiel de l'information d'un système quantique en termes de superposition, en termes d'intrication. Donc on a vraiment les 2 composants essentiels à la puissance algorithmique de l'informatique quantique. On les a dans les réseaux de tenseurs. Et en appliquant ce formalisme mathématique, on a un contrôle de l'erreur qu'on peut faire sur des calculs. Et donc on va pouvoir diminuer la complexité d'un problème que l'on aura transformé sous forme de réseau de tenseurs et mener ces calculs sur des machines traditionnelles. Alors j'ai parlé d'IBM, donc les réseaux de tenseurs et les approches de multiverse sont tout à fait raisonnables dans le cadre des machines NISQ aujourd'hui disponibles. On est totalement agnostique finalement à la technologie, pour preuve que nous avons travaillé par le passé avec Pascal, nous travaillons avec IBM, nous avons travaillé avec des machines comme celle de D-Wave. Et à côté de ça, on propose cette technologie inspirée du quantique qui peut se satisfaire de machines traditionnelles, de GPU, de CPU. Et aujourd'hui, on est même capable d'embarquer certains de nos modèles sur des cartes spécialisées comme des FPGA, donc pour des applications très spécifiques dans le cadre de l'embarqué, par exemple. Donc, les réseaux de tenseurs ont cette capacité de pouvoir récupérer l'information essentielle de systèmes complexes. Il y en a beaucoup dans les laboratoires. Et Multiverse, ce que fait Multiverse, finalement, c'est sortir cette technologie des laboratoires, cette technologie mathématique, et l'appliquer à des problèmes industriels. Et on peut rattacher énormément de problèmes industriels, d'optimisation, encore une fois, de machine learning et de deep learning. Les réseaux de tenseurs vont compresser une grosse partie de l'information. Et on a remarqué que notre technologie, aujourd'hui, on peut l'appliquer jusqu'aux grandes architectures d'IA comme les modèles de langue. On a publié en fin d'année dernière un papier qui montre comment on est capable de compacter, de compresser des modèles de type Llama de Meta, donc des modèles open source bien connus dans la communauté des modèles de langue, à hauteur de 93% de leur taille initiale. Et en l'occurrence, on ne perd que 2 à 3% de précision. Par contre, on gagne entre 25 et 50% dans le temps d'exécution, que ce soit sur l'inférence ou l'entraînement, dépendant de l'inférence ou l'entraînement, et donc autant d'énergie économisée, de GPU pour les clients qui aujourd'hui se posent la question d'embarquer des modèles dont ils ne peuvent pas garantir finalement le financement en interne. Donc ces approches aujourd'hui sont essentielles. Elles sont issues de travaux que l'on a menés dans différents cadres de projets autour du machine learning, la capacité de diviser par 3, par 4 des modèles état de l'art. Je fais souvent référence à un de nos clients communs, Créa École ici en France, où on avait divisé par 3 un modèle de machine learning, diviser la taille du modèle, accélérer par 3 la vitesse d'apprentissage. Et aujourd'hui, cette année, l'année passée, en fait, on a mené ces travaux à bien jusqu'aux des modèles de plusieurs milliards de paramètres, avec au milieu aussi l'utilisation de cette technologie sur les IA qui interprètent des images fixes ou des vidéos fixes, où on a encore de meilleurs résultats en termes de précision des modèles. Donc Multiverse Computing, comme je le dis, on est un petit peu dans ce schéma-là. Donc proposer aux clients une solution hybride alternative avant l'arrivée des ordinateurs FTQC, qui arriveront peut-être dans 5 ans, peut-être avant, peut-être après. En tout cas, cette technologie permet de marquer un jalon qui nous paraît très intéressant pour les industriels. Et c'est d'ailleurs l'écho que je reçois quand je parle de notre technologie auprès des industriels du CAC 40,
qui ont vraiment identifié les réseaux de tenseurs comme finalement une technologie qui vaut le coup d'être regardée. Créer École regarde aujourd'hui les réseaux de tenseurs après de nombreux workshops que l'on leur a fournis et d'autres acteurs du CAC 40 dans différents secteurs du retail, du luxe, de la cosmétique sont aujourd'hui friands de notre approche. Et pour la culture de l'Assemblée, les réseaux de tenseurs sont aujourd'hui une technologie qui revient très à la mode parce qu'elle permet finalement de pousser les frontières de ce qu'il est possible de faire avec le calcul traditionnel. Donc en fait, on est rentré dans une ère de compétition et coopération entre le classique et le quantique. On sait qu'à la fin, le quantique gagnera, mais en attendant, le classique n'a pas dit son dernier mot. Et avec les approches réseau de tenseurs, on est en train de pousser les frontières de ce qu'il est possible de faire sur des ordinateurs traditionnels. Mais on prépare aussi le FTQC, puisqu'il est prouvé formellement que n'importe quel algorithme à base de porte logique quantique peut être transformé en algorithme à base de réseau de tenseurs et inversement. Et donc, toutes les approches que l'on fait aujourd'hui ne sont pas à jeter à la poubelle dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Elles seront simplement transposables assez simplement sur la plupart des technologies FTQC. Alors, je crois que ça ne remplacera quand même pas toute l'informatique classique, hein, d'après certains experts. Ça va plutôt collaborer ou faire des choses supplémentaires. Voilà. Il nous reste que 5 minutes. On va essayer de clôturer rapidement. J'avais encore 2 questions. Thierry, est-ce qu'on peut voir juste quelques cas d'usage pour les industriels incontournables dans le quantique ? Je ne vais pas répondre à cette question comme tu l'espères, Fanny, en disant, mais en reprenant plutôt tout ce qui s'est dit dans cette table ronde, c'est à des cas d'usage spécifiques, et dès aujourd'hui, toute la communauté industrielle a intérêt à investir et explorer. Que ces cas d'usage nécessitent 1 ou 2 qubits, prouvés, pas prouvés, fault tolérante ou pas fault tolérante, il y a, avec tout ce qui s'est dit ici, une ardente obligation de tous à travailler sur ces nouvelles façons d'envisager la résolution des problèmes. Bon, et plusieurs l'ont dit, ça touche tous les domaines, y compris la finance, qu'on n'a pas beaucoup cité, alors que c'est probablement dans les algorithmes Monte-Carlo, là, probablement un des domaines dans lesquels on peut avoir des accélérations extrêmement intéressantes. Alors, sur les cas d'usage, quand même, sur lesquels il faut revenir, je pense que la crypto, du point de vue de la souveraineté, c'est-à-dire casser les clés asymétriques ou symétriques qui font Shor 2048, enfin, ce qui doit être l'état de l'art aujourd'hui, c'est un sujet presque d'État. Et donc, ce qui justifie, je pense, à soi seul le fait qu'un État décide d'investir dans du FTQC. Et comme Chloé l'a dit tout à l'heure, attention, Shor, c'est un registre peut-être de 7000 qubits logiques, et donc plusieurs dizaines de milliers ou de millions de qubits physiques, et c'est 10 puissance 12 opérations. Donc les portes de l'algorithme, c'est 10 puissance 12 opérations. Donc c'est pas pour demain. J'ai entendu 5 ans, non, je suis désolé, moi je peux vous le dire, c'est pas pour demain. Et Proxima, c'est 128 qubits logiques 2032. Et puis 1048, 2035 éventuellement. Donc voilà, mais c'est un encouragement. Je dirais qu'on a la chance d'avoir en France une communauté à la fois mathématique, physicienne, des startups. Alors, on n'a pas les ions piégés, je crois, autour de la table. Hein. Ils ne sont pas encore là, mais on en a. Mais il y a tout ce qu'il faut au niveau pour avancer. Il manque ce que vous avez évoqué tout à l'heure, un peu plus de soutien peut-être de la DGE pour accompagner les PME, les entreprises dans dans les développements correspondants. Mais voilà, mon message n'est pas. Donc, je ne vais pas dire tout est abordable. C'est à chaque cas d'usage une machine spécifique. Ouais. Je pense qu'il y a un des points, et je vais reprendre ce que dit mon fondateur Octave Clabach chez OVH Cloud, c'est toute entreprise qui fait 1 milliard de revenus devrait investir au moins 1 million pour soutenir l'écosystème quantique. On n'a pas encore fait le milliard cette année, mais on a investi largement plus d'1 million en tout cas cette année dans le quantique. Et non, c'est d'avoir conscience qu'en effet, c'est grâce aux industriels français, en plus de l'État et en plus des subventions européennes et tout ce qui peut être fait, qu'on arrivera à soutenir notre écosystème sans cet argent en plus des investisseurs. Il faut faire attention en effet à tout ce qui est investi du côté des Américains et des Chinois. Et donc, c'est vous aussi qui ferez la différence, je pense, en étant là ce soir et en prenant conscience de ça. Et de les soutenir. Peut-être un dernier petit conseil, et ce sera la dernière question pour qu'on puisse laisser la place à la table ronde suivante.
qu'est-ce que vous conseillez chacun aux industriels? Et on essaye de le faire en une phrase. Qu'est-ce que vous conseillez aux industriels pour démarrer dans le quantique dans les prochaines années? Je peux commencer. En une phrase, se lancer maintenant. En fait, il y a un sujet d'upskilling de vos équipes, des personnes qui travaillent avec vous sur tout type de métier. Et en fait, il faut que ces personnes-là soient capables de se rendre compte du sujet et du changement de paradigme qu'il y a. C'est pas le même type d'algorithmie, c'est pas la même manière d'aborder le sujet, et ça va toucher tous les secteurs qui font de la R&D, qui font de la simulation, des sujets d'optimisation, du machine learning, donc à peu près tout le monde. Et je pense qu'on sous-estime souvent le fait de dire que parce que des machines avec un avantage quantique seront disponibles que dans quelques années, et ces quelques années, c'est 3, 5 ans, 6 ans, qu'on a encore le temps. Je pense qu'on sous-estime énormément l'upskilling des équipes en interne. Merci Chloé. Lina? Donc, mettre des gens au centre de l'entreprise avec différentes skills et les mettre dans la même discussion et découvrir ensemble. Il n'y a pas besoin d'être des experts dans le quantique. Par contre, ça, on peut vous accompagner, mais dans la découverte, la mise dans la liste des cas qui pourraient être intéressants pour vous. Et approchez-vous au sein de vos entreprises des personnes qui gèrent tout ce qui est crédit impôt recherche, etc. Parce que sans doute, ils pourront vous dire quelles sont les aides. Et il y en a beaucoup en France et qui peuvent subventionner tout ce qui est POC dans le quantique. Donc, ça vous coûtera moins et ça vous permettra d'accélérer l'accès. Michel? Je vais reprendre ce qui a été dit. Commencez maintenant parce qu'effectivement, l'upscaling des talents prend 1 an, 2 ans. Au niveau des grands groupes, ce qui peut prendre aussi du temps, c'est la remontée des cas d'usage. Une fois qu'un champion, un sponsor au sein d'un groupe a été désigné, il faut remonter les cas d'usage potentiels du quantique. Donc il faut déjà que les équipes en interne dans les entreprises s'acculturent. Et à remonter les cas d'usage peut prendre 12 à 18 mois, c'est de mon expérience. Donc évidemment, une société comme la mienne qui a déjà travaillé beaucoup de cas d'usage peut aider les industriels à définir et à framer vraiment les cas d'usage qui sont pertinents pour le quantique. Ça ne sert à rien de passer sur un cas très simple, le quantique n'apportera pas grand-chose. Sur l'optimisation convexe, il y a des très bons solvers classiques qui marchent très bien, et en particulier ça marche très bien en finance. Donc commencez tôt aussi parce qu'il y a un risque d'une part d'image des grands groupes. L'innovation est importante pour les grands groupes. Plus vous commencez tôt, plus vous aurez cette image d'innovation. Et un autre risque qui est important pour moi, qui me tient à cœur, c'est le risque de la propriété intellectuelle qui rejoint un petit peu le risque de souveraineté. Beaucoup d'acteurs européens, en dehors du territoire national, ont cerné cette importance et ont commencé à jalonner le paysage des brevets, qui pourraient être impactants dans des secteurs clés de l'industrie européenne. Donc plus tôt vous commencerez, plus tôt vous aurez la capacité, avec des partenaires en open innovation, en interne, si vous avez formé vos talents, déposer ces brevets pour jalonner, vous protéger, éventuellement protéger votre activité. Valérian? Alors, je vais prendre une autre dimension. Je ne vous connais pas forcément. Il y a plein de nouvelles têtes que je ne connais pas forcément ici. Je ne connais pas non plus vos sensibilités, mais je pense que là, comme ce que disait Octave, on est proche même du devoir citoyen et du devoir économique européen. On se plaint souvent que l'Europe, la France, est passée à côté de pas mal de technologies. Mais là, aujourd'hui, en fait, on a une opportunité, on est en 2024, bientôt 2025, de construire une industrie européenne avec des acteurs forts qui sont au même niveau que les acteurs américains pour le moment. Et ça passe par l'implication de tous. Les industriels américains jouent le jeu, ils supportent leurs acteurs locaux. Pourquoi, aujourd'hui, les acteurs européens ne viendraient pas soutenir leur jeune pousse européenne et donner une chance de construire aujourd'hui, de se placer encore. On a cette opportunité que la France et l'Europe existent dans les technologies de 2030 à 2050. On a l'opportunité aujourd'hui d'avoir le Airbus du quantique et du numérique et d'arrêter dans le fatalisme et le défaitisme perpétuel. Voilà. En tout cas, merci. Donc en effet, Thierry, une dernière petite phrase. Allez. Juste pour rester dans l'esprit de la table ronde, ce que vous avez tous dit, moi la recommandation c'est travailler par jalon.
Donc, visez pas forcément l'universalité ou l'universel, travaillez par jalons, et il y a des machines spécifiques qui correspondent à des cas d'usage spécifiques, y compris avec des toutes petites puissances de calcul. Et deux, si je peux adresser cette demande, partagez vos résultats. Personne ne l'a dit, mais je pense que établir des benchmarks au plus près des cas réels, ça c'est un truc fondamental. Il faut que l'écosystème investisse sur ce sujet des benchmarks. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir répondu à mes questions et d'avoir participé. Je vous invite aussi à suivre un petit peu ce qui se fera. Il y a de l'actualité dans les prochaines semaines. Il y a l'OVH Cloud Summit. On annoncera aussi pas mal de choses. Des ordinateurs quantiques français dans le cloud français. Il y en aura aussi très bientôt. Donc, n'hésitez pas à venir la semaine prochaine. Merci à tous. Et je te laisse présenter la prochaine table ronde. Merci beaucoup à tous. C'est excellent. Et on voit là d'une table ronde à l'autre, entre la dernière maintenant, ce que j'ai pu entendre dans les autres manifestations, les choses mûrissent, mais il faut se mobiliser, et au niveau européen. D'ailleurs, là, j'étais une des conférences, c'était à Amsterdam, où il y a un très bel écosystème quantique aussi, et on a les mêmes choses, l'HPC, beaucoup en Allemagne, il faut bosser tous ensemble. Maintenant, Charles. Merci Didier, merci aux intervenants précédents. Donc, j'invite mes deux invités, Stéphane et Simon, à me rejoindre. Voilà, donc le propos de cette séquence va être d'illustrer ce que entreprises et organismes publics peuvent faire, pourraient faire du quantique. Et avant de passer à la question, mes deux invités, je vais me présenter. Donc moi, je suis Charles Pro. Je suis en charge du développement quantique pour Soprasteria. Donc j'appartiens au Technical Office du groupe. Et nous, en fait, on s'est saisi du sujet voilà 2 ans en investissant dans le fonds Cantonation. Et donc, de facto, en devenant indirectement actionnaire d'un grand nombre des merveilleuses startups du quantique, qui sont très bien représentées ce soir ici. Et donc, depuis, on s'est construit une offre, on s'est construit un écosystème, et pour adresser 3 grandes familles d'usages que sont la simulation, très classiquement, l'optimisation et la crypto post-quantique. Donc aujourd'hui, on a 6 projets clients, dont celui dont je vous avais parlé l'année dernière, qui était avec Telefonica Germany, qui consistait à optimiser l'écoulement du trafic Internet dans un réseau mobile. Voilà, et ça a conduit à faire une publication commune. Ce soir, d'autres horizons, le spatial avec Stéphane et la défense avec Simon. Donc, on va commencer avec toi, Stéphane. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire 2 mots sur le CNES et sur toi-même? Merci Charles, bonsoir à tous. Je suis ravi que tu me prêtes cet auditoire. Je suis Stéphane Auriol, donc je travaille pour le CNES. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, donc c'est l'agence spatiale française. Et je suis au CNES chef de projet recherche et technologie, avec un portefeuille qui s'appelle Transport spatial intelligent et qui finalement regroupe du hardware avionique, du logiciel de bord de vol et software, et la donnée. D'accord. Donc le CNES, notre rôle pour l'écosystème français, c'est de produire les conditions favorables à avoir des entreprises du spatial compétitives en Europe et compétitives dans le monde, avec des priorités. Je ne vais pas donner toutes les priorités du CNES, je vais citer quelques-unes qui sont intéressantes ce soir. Donc l'accès à l'espace, c'est un axe stratégique pour la France et pour l'Europe, avoir un accès à l'espace, et pour garantir cet accès, il faut qu'ils soient indépendants. Donc on travaille à ce que nos entreprises européennes et françaises puissent offrir cet accès à l'espace. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des concurrents qui sont assez rudes dans le monde, par exemple SpaceX, pour ne pas le nommer. Donc on est dans un contexte assez difficile, et c'est pour ça qu'on s'investit sur des technologies d'avenir comme le quantique. Justement, en fait, c'est une question structurante pour l'ensemble des entreprises qui considèrent le quantique. En fait, pourquoi le CNES investit dans le calcul quantique alors qu'aujourd'hui, c'est pas encore concurrentiel par rapport au HPC? Donc la question, elle est à plusieurs niveaux.
J'ai dit qu'on était dans un monde concurrentiel. J'ai noté quelques chiffres là sur mon anti-sèche. Le coût du kilo en orbite, depuis le début de l'ère spatiale, la conquête, en 60 ans, on a divisé par 2. Okay, avec l'industrie historique, les acteurs historiques, les nations. Et SpaceX, en 10 ans, ils ont divisé par 5. Voilà, donc on n'est pas dans la même cour. On est en train de vivre une rupture aujourd'hui, une disruption dans le modèle qu'on connaissait. Et si on ne s'y prépare pas à réagir à cette rupture, on sera largué. Et nous, on veut garantir cet accès. Donc on a besoin de prendre de l'avance sur ce qui va marcher demain. Et le quantique en fait partie. Donc est-ce que je peux peut-être développer tout de suite, si tu me permets. Donc le monde disruptif rapide. Sachez qu'un développement de lanceur Ariane 6, par exemple, une dizaine d'années, et ensuite 10 ans d'exploitation. Donc on parle d'échelle de temps sur 20 ans. Si on ne se prépare pas en amont à comprendre le quantique, à savoir comment l'utiliser, savoir comment l'appliquer et où l'appliquer dans nos systèmes, on prend 20 ans de retard d'un coup. Donc c'est aujourd'hui qu'on prépare le prochain développement d'Ariane, le successeur d'Ariane 6. Okay, ouais. Donc c'est super important de se préparer en amont. Et l'agence française peut prendre les risques pour l'industrie, développer quelques cas d'usage démonstratifs et encourager la prise de risque chez nos partenaires industriels par la suite. Donc ça, c'est le deuxième point. Et pourquoi on a besoin de prendre un peu d'avance, c'est qu'il y a un temps d'appropriation. J'ai cité quelques exemples là qui prennent du temps. C'est comprendre comment ça fonctionne, ça prend du temps. Il faut se l'approprier. Et nous, on commence ce travail pour se l'approprier, nous, être capable de discuter avec nos partenaires et de les embarquer avec nous dans ces technologies. Donc, pour l'instant, on a travaillé avec Soprestaria, avec une filiale qui s'appelle CS Group. Donc, Thierry, par exemple, dans la salle, a travaillé avec nous sur ce sujet. Vous pourrez passer à la question Thierry après la conclusion. Je parle sous son contrôle. Hein. Alors, donc, en 2 mots, un petit peu, pourquoi ça paraît curieux, hein, on a des HPC, on a beaucoup de puissance numérique. Pourquoi on travaille aujourd'hui sur le quantique? C'est pour des raisons que j'ai développées à l'instant. Ouais. Alors, nos autres clients ont peu ou prou en fait, les mêmes motivations, en fait, les mêmes inducteurs qui les amènent à considérer, à initier leurs investissements dans le quantique. Rentrons dans le vif du sujet. Quels usages en fait, avez-vous sélectionnés, priorisés pour le quantique? Je travaille pour le transport spatial, je ne travaille pas pour les applications en orbite, les satellites, je travaille pour les lanceurs, donc je vais plutôt parler de ce cas-là. On était intéressé, quand on a abordé la question du quantique avec CS Group, on a discuté avec CS Group pour évaluer quel cas d'usage on pourrait proposer, de tester. Et on est intéressé par 2 sujets. Premièrement, passer du discret au continu. C'est une possibilité que peut offrir le quantique. Et notre physique, la physique qu'on aborde dans les lanceurs, elle est continue, elle n'est pas discrète. Donc les modèles discrets, ça nous pose des problèmes. On avait cette idée-là. Et après, il y a la capacité de calcul. Il y a des grandes promesses qui sont faites par le quantique de développer les capacités de calcul de façon exponentielle par rapport à l'informatique classique. En discutant, ensuite par rapport au problème de gain de coût, c'est-à-dire de gain de charge utile en orbite finalement, essayer d'optimiser cette charge utile en orbite, on est arrivé sur un cas d'usage qui est de la commande optimale, c'est-à-dire pour le lanceur qui doit aller du point A au sol vers le point B en orbite avec une certaine vitesse. Donc on a 2 points, un point de départ, vitesse nulle, un point d'arrivée avec une vitesse donnée à la charge utile. Il faut une commande optimale le long de cette trajectoire qui va permettre d'économiser ou d'optimiser la consommation de carburant de comburant. Et donc là, on a un formidable effet de levier. C'est-à-dire que Ariane 6, aujourd'hui, c'est un système qui est assez rigide, qui est développé, qui ne va pas beaucoup évoluer pendant 10 ans, le temps de sa vie. Si on économise 1 kg de carburant, ça coûte 1 €, 2 € en production, mais transformé en charge utile qui est vendue, on est sur 12 000 € actuellement, d'accord, ou dollars. Voilà. Donc on a un formidable effet de levier, c'est-à-dire qu'on est sur un effet de 4 si on arrive à résoudre cette commande optimale. Et on a identifié dans nos algorithmes de commande optimale un algorithme particulier qui est très gourmand en capacité de calcul, qu'on a adapté à nos problématiques avec un laboratoire du CNRS, mais qu'on ne sait pas faire tourner sur notre HPC. Ça ne marche pas. Donc on voulait évaluer ce cas d'usage-là. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est une commande optimale pour optimiser la trajectoire d'un lanceur, que ce soit Ariane 6 ou la prochaine génération. Ok, d'accord. Et par curiosité, vous n'avez pas envisagé l'IA ou de l'algorithmie classique pour adresser ce sujet, quoi? Donc il est adressé actuellement en algorithmie classique. D'accord. Et pour pouvoir faire ce démonstrateur quantique, on a
voulu justement pouvoir se comparer. Donc on a voulu pouvoir résoudre le problème de façon quantique et le comparer à une résolution classique. Donc on a simplifié le problème, on l'a largement simplifié, on est revenu à un problème académique, on a supprimé les perturbations par exemple, on s'est mis en 2 dimensions plutôt qu'en 3 dimensions autour du globe. Et on sait que ce problème-là, nous, on sait le résoudre de façon analytique. Donc, avec MATLAB, ça marche très bien. Et on a soumis ce problème à Thierry et son équipe pour le transformer en quantique et essayer de le résoudre de cette façon-là, et en aveugle, et de se comparer derrière aux résultats d'une part analytique et puis aussi à la méthode classique de convergence, optimisation. D'accord, ok. Et ça a donné quoi, donc, ce développement d'algorithmes quantiques? Alors, donc on a dit on a un point de départ, un point d'arrivée et une vitesse. Donc on a un vecteur à 3 dimensions pour le point de départ et à 6 dimensions quand on prend la vitesse. Et on sait que pour optimiser, donc là c'est de la théorie, je vous passe les détails, mais on sait que si on crée un espace dual avec le même nombre de dimensions qui ressemble au premier mais légèrement transformé, si on peut se servir de cet espace dual pour démontrer que la solution obtenue est optimale. Donc on a finalement une méthode pour chercher l'optimum. De cette façon, mais ça signifie de travailler dans R12. Donc on a fait ce travail-là. On a soumis le problème en dimension 12. Alors là, je vais prendre mes petits papiers, mes anti-sèches, parce que Thierry surveille vraiment. On lui a demandé donc de traduire la méthode, évidemment. Donc on est passé en R12. On a discrétisé le système d'équations linéaires. Okay. Sur les équations non linéaires, là, on a eu un problème. On ne sait pas faire, donc on a dû les calculer indépendamment. Donc méthode hybride, pour je crois que j'ai entendu le mot tout à l'heure. Ouais. Il y a eu un gros travail d'optimisation derrière, parce que ce qu'on a compris quand même en travaillant, on était néophytes, ce qu'on a compris c'est que plus on enchaîne les calculs et plus on s'approche de l'instabilité des qubits et qu'on peut perdre le résultat. Donc on avait un problème de ce point de vue. Donc on a optimisé pour passer d'une profondeur de 900 et quelques à 300 et quelques. Donc on a quand même divisé par 3 par ce biais-là. Et on a validé ensuite par rapport aux résultats qu'on avait obtenus par ailleurs. D'accord, donc vous avez fait tourner cet algorithme en premier lieu sur un émulateur. L'émulateur nous a servi dans l'optimisation. On était parti sur... donc on a une trajectoire, on ne va pas calculer tous les instants, on calcule par pas de temps, malgré tout, on discrétise encore dans ce problème-là. Et donc on avait besoin de savoir, de choisir un pas de temps qui donne des satisfactions du point de vue des résultats, qui ne soit pas trop gourmand pour ne pas enchaîner trop de calculs. Donc on a utilisé des simulateurs quantique pour faire ces tests-là. Et on a pu choisir le pas de temps de cette façon-là, qui conviendrait visiblement d'après ces simulations. D'accord. Okay. Là, il y a une question qui brûle toutes les lèvres de l'auditoire ce soir. Est-ce que cet algorithme a été exécuté sur un vrai calculateur ça aurait été dommage de s'arrêter là. Donc, une fois qu'on a choisi le pas de temps, qu'on a montré que ça marchait, qu'on pouvait atteindre des résultats sur simulateur, nous, ce qu'on veut, c'est être démonstratif. On veut embarquer les gens, donc on l'a fait sur une machine. Donc on l'a fait avec IBM. Alors le simulateur, IBM FaZe, c'était l'optimisation, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai perdu mes papiers là. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ensuite, on est passé sur la machine. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est une machine IBM KYIV. Bon, bref, je ne sais pas où elle est, mais ça a tourné là-dessus. C'est une machine à 127 qubits et ça a donné des résultats qui sont satisfaisants. D'accord. Qui sont bruités. On voit qu'il faut le faire quand même un certain nombre de fois pour avoir une confiance dans les résultats. D'accord. Mais ça a marché. D'accord. Ça a marché. C'est Kiev. Très bien. Merci. Moi, je ne savais pas qu'on avait travaillé avec Kiev. Je suis ravi. Il n'est peut-être pas à Kiev. Est-ce que vous êtes impatient de faire tourner cet algorithme sur un calculateur plus puissant, avec plus de qubits? Est-ce que c'est quelque chose que... Aujourd'hui, on a travaillé avec un problème académique simplifié. Ouais. On a les méthodes HJB qui dorment dans le labo, là, qui trépignent, qui ont besoin de puissance, de calcul pour montrer toute leur capacité. Donc oui, on a besoin de plus de puissance, on a besoin de pouvoir générer des calculs sur un temps plus long, avec plus de portes, plus d'étapes de calcul. J'ai noté un petit peu les écueils quand même qu'on a rencontrés pour voir un petit peu c'est un petit peu ceux sur lesquels tout le monde va buter aujourd'hui. Donc, à court terme, la non-linéarité. La non-linéarité, on ne sait pas la traiter.
on est obligé de passer en hybride et ça peut poser problème parce que multiplier les calculs de cette façon, on n'arrive pas à aller au bout du calcul et on déstabilise et on perd le. Ça, c'est la première chose. Et nous, on a pas mal de non-linéarité malgré tout. Dès qu'on parle d'introduire le vent, d'introduire des perturbations internes, les séparations d'étages qui provoquent des choses. Il y a beaucoup de non-linéarité dans notre système qui est assez particulier. La deuxième chose, c'est l'absence de mémoire. Donc pour optimiser d'une version à la suivante, c'est un petit peu compliqué aussi. On ne sait pas récupérer, donc on est obligé à chaque fois de faire le calcul puis de s'arrêter. Puis on regarde ce qu'on a eu, on s'arrête, on recommence. Donc ça, c'est un petit peu. Et ensuite, c'est le bruit intrinsèque. En effet, là, on est coincé là-dessus. On peut pas aller très loin pour l'instant. Bah, bravo. Mais c'est prometteur. Non, bravo. Est-ce qu'on a d'autres cas d'usage avec vous sur le quantique au CNES? Alors, au CNES, oui. Il y en a d'autres. Il y en a eu, il y en a et il y en aura. Donc j'ai discuté avec mon collègue des applications en orbite tout à l'heure, là, dans l'après-midi, pour pas dire de bêtises encore. Donc on a travaillé avec Sofrasteria d'ailleurs sur la segmentation d'images. La segmentation d'images, c'est les images prises par satellite, puis pixel après pixel, donner une classe de façon, avec un apprentissage non supervisé. Okay, et c'est pas trivial, hein, c'est pas du tout un sujet trivial. Ça peut fonctionner, mais pour l'instant les résultats sont pas hyper probants. Mais bon, ça pourrait. On va dire, ça pourrait. Pour l'instant, le quantique ne paye pas sa place, mais ça pourrait. Et le sujet qui vient de démarrer, donc ça rappelle un petit peu ce qu'on a dit sur la chimie de l'azote. Une autre chimie un peu particulière, c'est celle du dioxyde de sulfure. Vous vous demandez pourquoi je parle de dioxyde de sulfure. C'est pas très... les exoplanètes, elles en ont. Et c'est très intéressant de pouvoir capter finalement les signaux qui viennent de ces exoplanètes pour caractériser au mieux leur atmosphère. Et c'est une molécule qui a une géométrie assez particulière et donc c'est assez difficile de détecter si elle est présente ou pas dans cette atmosphère. Et donc il y a un travail là où le quantique peut aider. Et le dernier sujet qu'on n'a pas encore lancé mais sur lequel on est en train de travailler au lancement, c'est côté sondage de l'atmosphère. Donc là, c'est vraiment l'atmosphère, comment elle se comporte. Voilà. Pareil, résoudre un problème avec beaucoup de données, des relations assez compliquées entre les différents paramètres, des choses comme ça. Okay. Merci beaucoup Stéphane. Et on est très heureux d'accompagner le CNES sur tous ces projets quantiques. Vous voyez, on en a pas mal. Les sujets ne manquent pas. Voilà, donc maintenant, je vais me tourner vers Simon. Bonsoir Simon. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire pour quel client tu travailles ? Bonsoir à tous. Moi, je suis Simon Marsol, je suis CTO côté défense et sécurité. Donc, nos clients, hein, grosso modo, c'est les industriels d'un côté de la défense et les acteurs ministériels, essentiellement les ministères de la Défense, les ministères de l'Intérieur et aussi côté justice. Et ça, vraiment à l'échelle européenne. Et j'oublie, bien sûr... ça, quand je dis ministère de la Défense, c'est aussi OTAN ou Commission européenne. Donc c'est nos grands donneurs d'ordre et c'est avec eux qu'on travaille aujourd'hui. Ça représente, si je prends vraiment aussi la partie aéronautique pour Soprasteria, ça représente quasiment 25% de l'activité du groupe. Et c'est là où on développe énormément actuellement. Il y a quelque part, sur ce secteur-là, on travaille vraiment dans différents domaines. On va avoir des travaux de commandement qui sont vraiment l'aide à la décision, du capteur à l'outil de décision pour le chef. La partie très logistique, maintenance, on opère les trois armées. Les systèmes des trois armées, typiquement. On vient de renouveler notamment côté l'armée de terre, donc on a quelques sujets devant nous. Programme de 7 ans, donc on peut prendre un peu de temps pour réfléchir. On a beaucoup de travaux sur le spatial militaire, et on a des sujets qui se rejoignent. La trajectographie est un sujet, n'est-ce pas ? On a beaucoup de sujets de cyber et de renseignement. On a énormément de sujets après côté intérieur sur la biométrie, sur le passage aux frontières, sur les enquêtes. C'est énormément
le spectre est très large. Et puis, je n'oublie pas l'ingénierie avec tous les industriels où il y a pas mal de choses et sur lesquelles je reviendrai après. Donc ça c'est vraiment l'ensemble de notre activité et sur des géographies qui vont de... historiquement, bien sûr, la France est un levier fort, mais le UK, la Norvège, le Benelux, l'Espagne, l'Allemagne, qui sont vraiment les endroits où on se développe et où il y a d'autres pays qui sont qu'on va, je pense, du fait de nos positions géographiques, continuer à développer. D'accord. Et pour servir ces besoins, je crois savoir que vous développez des applications pour mutualiser les développements et mieux servir encore les différentes géographies que tu viens de citer. Oui, parce que dans ça, déjà, il faut aller vite actuellement. Enfin, voilà, tous les projets, faut qu'on aille plus vite. Donc, on est rentré vraiment on se présente pas en tant que société de service, là, on se présente vraiment en tant qu'industriel de la défense et de la sécurité, dans lequel on va apporter des solutions accélératrices pour mener à bien les projets et les programmes dans lesquels on est embarqué. Et on a développé aujourd'hui une vingtaine de produits qui vont des produits vraiment de commandement qui prennent je parle au sens du groupe, avec des outils comme Crimson dont on parle pour la partie avec CS, d'outils de plateforme qui sont de data qui permettent de faire de la labellisation et de la classification en temps réel et qu'on a dans des enjeux proche des équivalences de ce qui pourrait être le spatial, d'autres plateformes je parlais de la logistique, je parlais de la cyber. Dans la cyber, on a énormément de produits. Donc c'est vraiment cette dynamique dans laquelle on est qui nous permet en fait d'engager des projets de manière assez réactive et d'être dans une proposition de valeur très vite, très fort et pouvoir poser des expérimentations parce qu'en fait, ça marche beaucoup par ça aujourd'hui, par des exercices. Et donc, il faut rentrer dans des exercices, il faut venir avec des débuts de solutions dans des exercices et c'est ça qu'on construit aujourd'hui. On sort d'exercices à l'OTAN, on en a plein devant nous. On a des exercices avec la marine. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui nous cadencent notre innovation, qui nous cadence notre recherche et qui cadence après tout le push qu'on va faire avec la partie technologique qu'on a derrière nous. D'accord. Et sur ces applications donc, que vous développez, avez-vous identifié des cas d'usage pour lesquels vous pourrez les augmenter avec du quantique ? Alors, je ne vais pas faire peut-être du rocket science là, mais il y a des choses assez simples, en tout cas nous, qu'on voit. J'ai beaucoup parlé de la logistique et aujourd'hui, en fait, le but, c'est qu'on a besoin de plus vite, plus rapidement développer des scénarios sur l'espace européen. Et donc là, il y a beaucoup de questions qui restent en fait difficiles à répondre quand on discute avec nos interlocuteurs. Et on voit qu'il y a plein d'étapes d'ici là, mais on est en train de réfléchir beaucoup sur cette partie-là. Vraiment sur cette chaîne logistique et qui est assez ouverte en plus parce qu'elle n'est pas uniquement c'est pas uniquement la France, c'est l'interallié, c'est comment on arrive avec des forces qui ont chacun leurs contraintes, etc., à faire de l'optimisation. Et c'est aussi, et tous ces logiques d'optimisation et de recherche opérationnelle, ça s'applique à d'autres cadres qui sont tout ce qui va être préparation de mission, parce qu'aujourd'hui la planification, la capacité à scénariser, à travailler les différents cas de figure auxquels on va être confronté. Ça, c'est des sujets aussi auxquels il faut, comme on est en plus IA contre IA, etc., on a quand même des enjeux autour de ça à regarder assez finement. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est je dirais, le sujet recherche opérationnelle. Il y a des sujets cyber, on n'a pas trop parlé post-quantique, mais je vais y venir un peu, mais il y a vraiment des sujets importants aujourd'hui. On arrive à des enjeux, donc je parle des sujets de logistique, mais de la même manière, on a besoin de collaborer de plus en plus rapidement, fort et sans passer par des réseaux différents, de secret à secret, de classifié à classifié d'un pays à un autre, et où là, il y a historiquement
je dirais, la sécurité périmétrique a atteint ses limites et il y a des concepts qui sont véhiculés aujourd'hui par l'OTAN, par la France, par les nations au sens large qui s'appelle le Data Centric Security, qui est de mettre la sécurité sur la donnée, où là on traite à la fois l'accès, à la fois la classification et à la fois le chiffrement, où il y a tout un pan de normes et tout un pan de déploiement de ces solutions qui est en train de se faire. Mais si on ne la pense pas nativement post-quantique, on a un sujet. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on a des solutions qui sont expérimentées aujourd'hui et sur lesquelles on avance très très rapidement. Et ça va vraiment changer la manière de collaborer entre les forces et de penser même la manière de gérer les réseaux sécurisés. Et puis, on a parlé de trajectographie, parce que la trajectographie, pas que dans les fusées. Et puis, je dirais aussi toute la partie ingénierie. Aujourd'hui, aussi côté CS, il y a des algorithmes, des solvers qui sont mis en place sur ProLB, qui est une des solutions mises en place avec Airbus, avec Safran, avec Renault historiquement, où il y a des recherches avec des différents instituts de recherche, notamment le DLR en Allemagne, qui est la partie institut de recherche militaire, etc., où c'est de l'avionique, c'est de l'acoustique, c'est de l'aérodynamique, et où là, il y a quelques programmes qui sont devant nous de défense, et sur lesquels ça serait pas mal d'avoir commencé à voir comment, là aussi, accélérer. Là, il y a des projets de R&D qui sont en cours aussi sur ces parties-là. Voilà, c'est un peu les domaines dans lesquels aujourd'hui on avance. On ne peut pas aller partout. Donc c'est déjà pas mal. Oui, voilà. C'est déjà large. C'est déjà 4 sphères qui nous paraissent importantes. Simon, j'ai une dernière question. C'est comment tu t'organises en fait au niveau de notre groupe en fait pour mener à bien tous ces sujets. Déjà, on s'appuie. Déjà, on mutualise les efforts. Je dirais, il y a des équipes qui sont qu'on a cité et qui aujourd'hui travaillent beaucoup. Derrière ça, il y a beaucoup de machine learning quantique aujourd'hui. C'est le sujet sur lequel on capitalise, sur lequel on a quelques partenaires européens et avec lesquels on veut et construire et renforcer cette core team, et que cette core team elle puisse s'étendre. Et pour s'appuyer sur ça, on a aujourd'hui un lab de recherche qu'on est en train d'étendre et qu'on est en train de transformer à l'échelle du groupe. Où on s'est vraiment doté de capacités. Je parlais qu'on était devenu un industriel de la défense et de la sécurité. On se dote de capacités à piloter de la recherche, à avoir... Aujourd'hui, on a plusieurs HDR qui sont capables d'encadrer des sujets de recherche, et ça nous aide à faire le pont avec la partie académique. On a signé un partenariat, notamment à Eurosatori récemment, avec le CEA, qui est un de nos partenaires stratégiques sur la défense, la sécurité, l'aéronautique et aussi le nucléaire, et sur lequel on va justement avancer. Et ça va être un des axes de relais, va être cette organisation-là. Ça permet aussi de faire le pont avec tout l'écosystème, parce que le but, c'est aussi de travailler avec l'écosystème et travailler avec ceux qui savent déjà avoir des algos de chiffrement post-quantique, ceux qui fournissent des capacités, voilà, tous les acteurs de l'écosystème avec lesquels on est capable de travailler. Et puis derrière, après, on gère on va chercher les projets aussi, parce que les financements, on va chercher les projets au Fonds de défense européen. Amandine est partie, là, c'est trop tard. Là. Voilà, les projets à Horizon Europe, etc. Et voilà. Ok, merci Simon. Merci à toi également. Ce qui est intéressant, en fait, vous voyez, c'est que c'était un peu le vœu formulé par la première table ronde, en fait, de s'engager sur le quantique. Vous voyez que il y a des acteurs qui s'engagent, nos clients au niveau de l'Europe, mais également on le fait pour nous-mêmes. C'est une vraie conviction, donc on l'applique à nous-mêmes. Et donc, on vous donne rendez-vous sur ces témoignages l'année prochaine avec encore d'autres exemples sur le développement du quantique numérique dans l'industrie. Et je crois qu'on peut clore cette séquence.
Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut, on peut accueillir Mohamed pour. C'est le dernier obstacle avant le buffet. Si tu peux nous dire 2 mots, Mohamed. Et ça va être rapide. D'abord, merci à vous tous d'être là. C'est extrêmement agréable. La première question que vous pouvez vous poser, c'est mais que viennent-ils faire dans cette galère, hein? Enfin, ils font quoi là? Pourquoi ils viennent là? Je vais essayer de répondre à cette question. Premièrement, d'abord dans la deep tech, il vaut mieux explorer l'inconnu aujourd'hui qu'être spectateur demain. On ne sait pas comment ça va faire, enfin on y croit. Donc premièrement, un des rôles, ce que doit faire une boîte comme nous, c'est ça. La deuxième chose, et je pense que beaucoup d'exemples ont été donnés, il y a une grande différence entre la vision technologique de ce que c'est que le quantique, que pas beaucoup de gens comprennent. Soyons honnêtes, hein, le photon qui va taper l'autre, c'est compliqué. Et le passage à comment ça résout un problème métier. Donc notre boulot à nous, c'est comment on associe à des métiers qu'on connaît, des technologies que l'on comprend, mais on n'est pas là pour les inventer, on est là pour les utiliser. C'est pour ça que c'est extrêmement important, tout ce qui se fait aujourd'hui avec tout l'écosystème est extrêmement important. Vous devez nous montrer ce que ça peut faire, et nous, on trouvera les cas d'usage dessus. En descendant, là, en fait, je me suis dit, mais est-ce que tu as un cas d'usage dans la tête? J'en ai trouvé un. Je pense que c'est assez intéressant. Vous savez que la SNCF, tous les ans, refait ses plannings. Vous savez contrairement à un avion, un train, ce n'est pas le même au départ et à l'arrivée. Vous allez de Paris à Marseille, il s'arrête au milieu et il dégage 2 wagons, il en ramène 3 autres. Pour fabriquer des horaires, c'est un peu compliqué. Donc en fait, tous ces problèmes de scheduling, de simulation, sont des problèmes sur lesquels ils mettent beaucoup de temps aujourd'hui, qui s'appuient beaucoup en fait sur la connaissance individuelle, dont on n'est pas sûr qu'il soit optimisé. À terme, ça peut faire. Deuxième exemple, mais c'est un exemple que vous devez connaître aussi, essayez de mettre 10 avions dans 15 parties d'aéroport. Il y a 550 milliards de combinaisons. Vous prenez ça, vous faites quelques factoriels et vous allez jouer avec. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de vrais cas d'usage aujourd'hui qui apportent des valeurs métiers. Donc le boulot de Soprasteria et de ces gens-là, en fait, c'est finalement de faire l'association. On a besoin de vous pour que vous nous disiez où ça va aller. Et nous, on a besoin, et vous avez besoin de notre côté de comprendre quel type de business est le plus intéressé. Et donc c'est ça. Là. Donc ça fait 2 ans, on a mis de l'argent dedans, pas pour faire une opération financière. On a mis de l'argent dedans pour dire comment on se rapproche d'un écosystème dont vous tous là, ici, vous pouvez être extrêmement fiers. Aujourd'hui, je pense que la science européenne, la science française, vous pouvez en être extrêmement fiers. Parce que si on prend tous les quantiques de la Terre, il y a quand même pas quelques Français dedans. Et soyez fiers de ça. Et pour mes camarades étudiants, s'il y en a quelques-uns dans la salle, soyez très fiers de ça et vous pouvez tenter de faire pareil. Hein. Donc, deuxième chose, on est une boîte souveraine, on est une boîte européenne. On a besoin d'être dans ce jeu-là. Et cette année, on va mettre un peu plus d'argent, mais plutôt en interne, en fait, par rapport à tout ce qui a été dit, pour que finalement, on puisse leur donner plus de possibilités de travailler plus avec vous, de chercher des cas d'usage. Et encore une fois, il faut qu'on apprenne. Et il faut qu'on démontre. C'est quelque chose qui sera peut-être industrialisé dans 3, 4, 5 ans, 10 ans, mais ce n'est pas grave. Quand ça sera fait, on doit être prêt. Et puis, finalement, j'ai à peu près vous dit tout ce que je voulais dire. Je voulais donc, en final, vous remercier. Et puis, voilà, merci d'avoir organisé ça. Et puis, j'espère que vous m'inviterez une prochaine fois. Merci à tous. Merci, Mohamed.